Sinisa Albaraka, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Merci de nous accueillir. On est ici, au premier étage, dans le hall du ministère de l'eau et de l'équipement à Rabat, et on tenait à venir vous voir, là où vous travaillez, tous les jours. Et dans cette émission, ça va être l'occasion de vous mettre on est dans Parole d'expert, donc dans le rôle de l'expert, finalement. Oui. On parlera un peu de l'homme politique, mais très rapidement, vous inquiétez pas, parce qu'on est quand même dans une séquence qui est quand même assez importante, intéressante, passionnante. On va parler d'eau, on va rentrer dans le vif du sujet. Très bien. On vit une sécheresse qui est quand même historique. Tout à fait. Une sécheresse, quand on va chercher un peu à faire la comparaison avec les sécheresses des années 80, à l'époque, on avait une population qui avoisinait les 25 millions de personnes, des touristes qui avoisinaient les 1,5, 1,7 millions. Là, on est aux alentours de 38 millions, 40 millions de Marocains, 17 millions de touristes. Ça fait quand même de la consommation en eau et un besoin en eau avec un pays qui s'est développé industriellement. On ne va pas faire on va pas dérouler toute la timeline. Comment on assume aujourd'hui de pouvoir dire aux Marocains, vous allez ouvrir votre robinet, comme ce que j'ai fait ce matin, comme tout le monde, et trouver de l'eau qui coule? Écoutez, en fait, d'abord, il est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons une sécheresse historique, puisqu'on est à plus de 7 ans de sécheresse consécutive. À l'époque, les années 80, on a eu 3 années de sécheresse, une année de pause et 2 autres années de sécheresse, donc ça s'est fait dans le temps. Et malheureusement, on entame notre 8e année de sécheresse. Deuxième élément clé, c'est qu'en plus de ce que vous avez dit en termes de consommation, etc., on se retrouve avec aussi un problème de température qui est particulièrement élevé. Nous sommes à 1,8 degré de plus que la normale, ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous avons une évaporation qui est très importante, mais aussi beaucoup de pression. Notamment cet été, on a eu une augmentation très importante de la consommation d'eau du fait, en fait de la chaleur monstre, notamment au mois de septembre, qui a été où on a enregistré un chiffre record en matière de consommation. Et ce phénomène d'évaporation, il est connu. On pourra en parler tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a des techniques, des systèmes qui peuvent la limiter. Oui, on est en train de tester en fait, le fait de mettre en place des plaques solaires sur les barrages. On l'a fait dans le barrage donc, près du port de Tanger-Med, qui sera prêt d'ici le mois de décembre prochain et qui va nous permettre d'économiser 40%, 45% en fait, de cette évaporation. Il faut savoir qu'on perd 1,5 million de mètres cubes par jour. Donc, ce qui correspond en fait sur l'année à l'équivalent de ce que nous transférons entre le Sbou et le Bourg-Greg chaque année. Donc, pour répondre à votre question, 3 choses majeures. D'abord, en fait, le passage de la logique en fait, de la mobilisation de l'eau à une logique du mix hydrique, c'est-à-dire où on agit sur l'offre, mais pas uniquement à travers les barrages et les nappes souterraines, mais où on met en place en fait une offre supplémentaire grâce au dessalement de l'eau. Il faut dire que dans ce cadre-là, nous sommes passés de 32 millions de mètres cubes quand on est arrivé au gouvernement à 320 millions de mètres cubes aujourd'hui. Avec un objectif de 1,7 milliard à l'horizon 2030. On en est où aujourd'hui justement en termes de nombre de dessallements? La première usine de dessalement, c'était 2002 ou 2003 En fait, la première usine de dessalement a démarré réellement en fait à Bouches d'Or et dans les régions du Sud, donc en 1977. Oui, ça c'est vraiment la toute première. En effet. Et depuis, on a eu en fait la plus grande qui a vu le jour. Ça s'est fait, elle a été ouverte en 2022. C'était celle d'Agadir avec 100 millions de mètres cubes. Et depuis, donc, nous avons l'Office chérifien des phosphates qui a beaucoup investi et qui nous a appuyés en fait, pour répondre à nos besoins, donc avec celle de El Jalida et celle de SFI, avec une nouvelle SFI qui est en cours aujourd'hui. Nous avons donc lancé celle de Casablanca avec 200 millions de mètres cubes qui sont prêtes en principe début de l'année 2027 et 100 millions supplémentaires donc en 2028, donc on aura 300 millions supplémentaires. Et nous avons celle de Dakhla qui sera prête à la fin de cette année, début de l'année prochaine. Et nous avons lancé l'extension de celle d'Agadir, sans parler évidemment de ce que nous venons de faire aujourd'hui. Nous, on a lancé en fait celle de l'Oriental avec 300 millions de mètres cubes d'un coup, et donc dans la région de Nador et de Driouch, et qui va permettre de répondre à l'ensemble des besoins et d'eau potable et agricole donc pour la région de l'Oriental. Nous avons lancé celle de Tanger avec 150 millions de mètres cubes
là aussi qui va pouvoir répondre aux besoins de la ville de Tanger. Et puis nous allons lancer donc celle de Tantan et de Gulmim, donc à la fin de cette année, début de l'année prochaine. Et au milieu de l'année, on aura celle également de Tiznit, et avec 350 millions de mètres cubes pour arriver au fameux 1,7 milliard, qui va permettre deux choses importantes. On aura donc 1,2 milliard de mètres cubes qui vont être dédiés à l'eau potable, et donc qui vont permettre de répondre finalement aux besoins de 60% des besoins en eau potable. Et donc, en fait, toute la population qui vit dans les villes côtières va bénéficier de cette eau. On aura en plus 500 millions de mètres cubes qui vont être dédiés à l'agriculture, à l'irrigation, et qui va permettre de répondre à 100 000 hectares, donc à répondre à la problématique de la sécurité hydrique. Alors on voit vraiment qu'on va vers un... Je ne vais pas me comparer, on ne va pas se comparer, mais on voit bien des pays qui sont du côté du Moyen-Orient, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit Dubaï, que ce soit le Qatar, qui ne peuvent pas faire autrement que fonctionner avec le dessalement. On est en train d'aller vers ce modèle-là ? En fait, on est dans... On n'a pas le choix ? En fait, oui, on n'a pas le choix, parce qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que nous sommes autour de 606 mètres cubes par an, par personne. Mais à l'horizon 2040... Ce qui est, on va dire, considéré comme un stress hydrique très fort, permanent. Mais à l'horizon 2040, on risque de tomber à 500 mètres cubes, donc on rentre dans la pénurie hydrique. Et par conséquent, à cause des changements climatiques. Avec le dessalement, on sait à combien on va remonter cette moyenne ? Oui, en fait, avec le dessalement, on va permettre en fait d'abord d'assurer, je dirais, donc de garantir l'eau potable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a demandé le souverain dans son discours du trône de l'année dernière, où il nous a fixé un objectif qui est de faire en sorte à ce que tout Marocain puisse avoir accès à l'eau potable, et assurer 80% des besoins d'irrigation. Je voudrais quand même clarifier deux choses. C'est qu'avec l'eau potable, le dessalement, nous faisons deux choses. D'abord, il y a les besoins en fait directs de la population, plus de l'irrigation dont j'ai parlé, mais nous avons aussi le transfert vers les villes intérieures. Aujourd'hui, par exemple, Marrakech, fin avril de l'année prochaine, 2026, elle va pouvoir bénéficier de 80 millions de mètres cubes qui vont venir de la ville de Safi grâce à la station de l'OCP. Et Dieu sait qu'elle en a besoin. Et voilà. Et donc, comme ça, on va garantir en fait les besoins futurs, notamment avec l'arrivée importante des touristes au niveau de la ville de Marrakech. Et on va pouvoir aller jusqu'à 100 millions de mètres cubes dans un deuxième temps. Deuxième chose, c'est qu'on va aussi faire bénéficier la ville de Youssoufia, la ville de Ben Guerir et aussi le Chichawa de ça, pour pouvoir répondre à ces besoins. Nous avons aussi El Jadida qui va donner de l'eau également donc, à Akhribga d'ici la fin décembre. Mais aussi, elle donne déjà de l'eau, en plus évidemment de la ville d'El Jadida, à Casa Sud, mais également donc à la ville de Barchid et à la ville de Stat. Donc on est déjà dans cette logique où le dessalement ne se limite pas donc à fournir l'eau potable donc aux villes côtières, mais elle fait bénéficier aussi les villes donc intérieures. On a quand même frôlé à un moment donné la catastrophe. Sur certaines villes. Pour être très clair... Oui, parce que moi, dans les médias, on se connaît depuis un moment, je vous avais reçu à la télé aussi. Tout à fait. On faisait très attention aux termes qu'on utilisait. Je veux juste aussi dire qu'on fait cette interview, je n'ai envoyé aucune question à M. Baraka. Vraiment, je tiens à le souligner, c'est ce qui n'est pas le cas de tout le monde, qui le demande. On faisait très attention aux termes qu'on utilisait quand on était, avant d'utiliser sécheresse, pour ne pas, on va dire, faire peur à la population, tout le monde, etc. Là, on n'hésite plus. Oui. On a passé un nouveau cap en termes de communication pour expliquer qu'il y a une situation qui est inéluctable et qu'on a frôlé quand même la catastrophe. En fait, dès le départ, dès qu'on est arrivé au gouvernement, j'ai choisi d'avoir un langage de vérité avec les Marocains. Certains me l'ont reproché, mais je considérais que c'était nécessaire. Pourquoi ? Parce que d'abord, on n'avait aucune certitude par rapport à l'évolution future. On avait déjà passé 3 années de sécheresse consécutive. Donc certains me disaient, même parmi les gens au sein du ministère, qui considéraient que logiquement, 3 ans, maximum 4 ans, donc on aura une année pluvieuse. Ça n'a pas été le cas. Et deuxièmement, parce qu'on sentait en fait que les niveaux de saturation devenaient de plus en plus importants dans plusieurs régions du royaume.
Et c'est-à-dire véritablement, on gérait au jour le jour pour pouvoir assurer qu'il n'y ait pas de coupure d'eau au niveau d'un certain nombre de villes du royaume et de certaines régions. Et pour certaines autres zones, notamment au niveau du monde rural, qu'il fallait aussi s'assurer en fait que l'eau allait arriver à travers notamment les camions-citernes. Et donc, ce que nous avons fait, là où nous avons frôlé la catastrophe, c'était pour les villes de Rabat Casa et toutes les villes côtières. Pour être très franc avec vous, le 18 décembre de l'année 2023, si on n'avait pas fait le transfert d'eau et on n'avait pas fait cette autoroute de entre le Sbou et le Boro-Greg, on aurait eu les premières coupures dans les villes de Rabat et de Casablanca. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le projet royal nous a permis véritablement, on l'a fait en 9 mois, mais si on l'a fait en 9 mois, c'était véritablement parce que c'était nécessaire. Alors, et qu'on ne pouvait pas courir un risque. C'est là où on arrive à un point que vous soulignez souvent, c'est la gouvernance de l'eau. Ouais. On a des compétences qui sont quand même assez incroyables. Je pense que les gens peut-être l'oublient. Oui, on a une grande histoire, la politique en fait, en barrage, on a une histoire, etc. Ouais. On a quand même frôlé la catastrophe. Et bien sûr, on va se poser la question toujours de la planification, de la gouvernance. Est-ce qu'il y a, aujourd'hui, est-ce qu'on a résolu ce problème de gouvernance, de mettre ensemble tout le monde? Alors vous êtes ministère de l'eau et de l'équipement, c'est pour ça qu'on voit ici, il n'y a pas seulement que les barrages, il y a des ports. Il y a des ports, il y a des aéroports. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette gouvernance, on la met à plat? Est-ce que chaque ministère travaille ensemble, plus en silo comme avant, pour qu'on ne retombe plus dans ces problèmes qui sont structurels et pas du tout faciles à gérer, on est bien d'accord. Tout à fait. Alors, en fait, par rapport à ça, donc, il y a eu un comité de pilotage donc, qui est présidé par le chef du gouvernement du plan 2020-2027. On a créé une commission nationale de l'eau que je préside personnellement, où on tient des réunions donc, mensuelles et des fois hebdomadaires si la situation l'impose, pour pouvoir suivre en fait, l'ensemble des projets et préparer en fait, des décisions qui peuvent être prises au niveau du comité de pilotage. Et on a eu l'appui évidemment royal avec les 2 réunions qu'a présidé le souverain donc, de travail, où on a augmenté en fait, les moyens financiers pour pouvoir répondre aux besoins. On est passé de 115 milliards de dirhams à 145 milliards de dirhams, sans parler aussi des moyens qu'on a mobilisés grâce au partenariat public-privé pour la réalisation notamment donc, de ces différentes stations de dessalement, et aussi de la deuxième partie du transfert qui va arriver jusqu'à Omrbé. Et troisièmement, on a considéré qu'il était essentiel qu'on donne toute la force aux agences du bassin. Et aujourd'hui, on a lancé les PDER, donc qui sont les plans de développement donc, de l'eau au niveau des bassins à l'horizon 2050, pour pouvoir avoir une vision à long terme. Et c'est à partir de là qu'on va monter le plan national de l'eau qu'on va présenter au début de l'année prochaine. Et on a complètement inversé la vapeur, parce que par le passé, on mettait en place le plan national de l'eau, et après, on le déclinait au niveau du territoire. Et nous avons considéré qu'il faut partir du territoire, parce que les problèmes se situent au niveau du territoire, et la connaissance réelle se situe au niveau du territoire, pour qu'on puisse avoir une programmation à long terme. Et donc, on est passé d'une logique de court terme à une logique de long terme. En parlant de territoire, après ma dernière question sur l'eau, justement, il y a cette inéquité, parce qu'on peut se dire, on est dans les grandes villes, on est à Rabat, on est à Casa, etc. Et on a l'impression que au Maroc, malgré son développement rapide, on fonctionne par séquence, et qu'il y a certaines régions qui, pour l'instant, n'ont pas encore été totalement développées au profit d'autres. Mais après, il peut y avoir des raisons qui sont rationnelles pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des zones qui ont des problèmes d'approvisionnement en eau potable? On sait qu'il y en a. Est-ce qu'aujourd'hui, on est le 28 octobre 2025, est-ce qu'on a encore des zones qui ont des problèmes d'approvisionnement? Aujourd'hui, il y a des difficultés dans plusieurs zones du royaume. Mais pour vous donner un chiffre, pour que vous ayez prendre conscience de la situation, c'est qu'on a été amené à, grâce aux camions citernes, on a donc acheté 1200 avec le ministère de l'Intérieur et 10 000 en fait citernes. Nous avons approvisionné 2 700 000 personnes au niveau du monde rural, grâce aux camions citernes, ce qui montre que le problème est là, sur la réalité. Et ça impacte évidemment. Ça, on assure l'eau potable, mais par exemple, pour l'irrigation et pour les besoins d'eau au niveau de l'agriculture, cela pose énormément de problèmes par rapport à la survie. Exactement. Donc la situation, elle est vraiment sévère. On est face à une sécheresse sévère. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de travailler, grâce d'ailleurs à ces plans, à mettre en place toute une logique
où en fait on va répondre à l'orientation du souverain du Maroc à une seule vitesse. C'est-à-dire en fait faire en sorte à ce qu'on puisse avoir une locomotive qui tire tous les wagons. Et derrière, et donc l'idée c'est d'établir... Qu'il n'y ait pas une autre locomotive qui tire de l'autre côté. Voilà, donc l'idée c'est qu'on ait des locomotives qui tirent et à partir de là que les wagons soient liés de manière forte donc à cette locomotive. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. À travers le dessalement de l'eau, comme j'ai dit, donc, on va pouvoir donc assurer l'eau pour les grandes villes côtières, mais en même temps on assure l'eau aussi pour les autres grandes villes intérieures, mais on va aussi permettre en fait à l'eau des barrages de rester utilisée et d'être utilisée uniquement pour répondre aux besoins du monde rural et pour répondre aux besoins de l'agriculture et de l'eau potable au niveau du monde rural. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Casablanca prenait l'eau du barrage de Massira et qui était alimentée par les barrages de Belouizen et également le barrage de l'Hansali, et tout allait vers Casablanca. Aujourd'hui, Casa n'aura plus besoin d'utiliser toute cette eau. Et donc cette eau va rester en fait au niveau de sa région, et donc ça va permettre d'assurer plus de liens. On est en train de mettre en place des stations de dessalement aussi au niveau du monde rural, parce que nous constatons qu'ils ont c'est plus petite. Oui. En fait, c'est des stations monoblocs et qui répondent aussi à besoin de déminéralisation et aussi à l'utilisation de l'eau saumâtre. Exactement, pour le traitement des eaux saumâtres. Et donc l'idée, c'est avoir... Et ensuite, on est en train de mettre en place aussi la mise en réseau des barrages. Parce que là où on a des besoins, on peut transférer de l'eau vers les autres zones. Donc l'idée, c'est d'avoir véritablement un schéma hydrique et pour pouvoir bénéficier d'un mix hydrique qui permettra d'assurer l'eau potable à l'ensemble de la population. C'est ça en fait la vision dans laquelle nous nous inscrivons et qui nous permettra d'avoir en fait un Maroc à une vitesse en matière hydrique. Dernière question sur l'eau. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous paraissaient un peu contradictoires dans la préservation de l'eau et qui sont liées avec l'agriculture nécessairement, parce que l'agriculture fait partie des plus gros consommateurs d'eau. Nous sommes un pays à vocation agricole, même si on n'a pas beaucoup d'eau, et on a cette... pas cette hérésie, mais quand même on a l'impression que dans certaines régions, la culture de certains fruits comme la pastèque, la tomate dans certaines régions où on se dit on exporte de l'eau, l'avocat, il faut plusieurs centaines de litres d'eau pour 1 kilo d'avocat, il faut plusieurs centaines de litres d'eau pour une pastèque, et on se dit est-ce qu'on est raisonnable? Est-ce que ça, vous avez votre mot à dire en parlant avec, je ne sais pas, le ministère de l'Agriculture, les parties prenantes pour se dire il y a un moment, quand est-ce qu'on va se dire des pastèques à Zagora? Est-ce que c'est vraiment, c'est vraiment raisonnable? Bon, d'abord, on a réduit en fait les pastèques à Zagora. 75% de la superficie a été diminuée. Tata, on l'a interdit complètement. Donc, on a déjà pris des mesures par rapport à ça. Mais, et puis, l'avocat n'est plus subventionné. Il bénéficie avant de subventions. Mais en dehors de tout ça, en fait, sur quoi on a travaillé dans le cadre d'EPDER, le ministère de l'Agriculture fait partie, on a le ministère de l'Environnement, on a aussi les chambres d'agriculture, etc. Nous avons travaillé sur 2 choses importantes. La première, c'est qu'on puisse identifier la vocation donc agricole en fonction des capacités hydriques. Et on considère qu'on doit avoir une cartographie nouvelle, et je pense qu'il est important de revoir un peu la charte d'investissement agricole pour pouvoir en fait avoir un véritable zoning par rapport aux cultures donc, à venir, ce qui permettra, de préserver les nappes souterraines, et aussi d'avoir une meilleure valorisation de l'eau. Deuxième chose aussi qui a été mise en place, et je tiens à féliciter le ministère de l'Agriculture pour le travail qu'il fait, c'est le passage au goutte à goutte. Nous sommes autour de 800 000 hectares aujourd'hui, et on va arriver en 2027 en principe à 1 million d'hectares qui aura fait la conversion. Mais aussi, on est en train de travailler sur de nouvelles techniques plus économes en eau. Et ça s'est fait dans la région du Souss où on a économisé 30% en fait des besoins en eau avec plus d'exportation, plus de production. Et aujourd'hui, avec la digitalisation, nous pouvons avancer beaucoup en la matière. Troisième, et la recherche également scientifique au niveau agricole, où on a développé de nouvelles graines qui permettent d'économiser de l'eau. Troisième élément aussi important, on est en train de mettre en place des contrats de nappe. Les contrats de nappe, c'est qu'on est en train de définir quelle est la part qui va être donnée à chaque usager de l'eau
pour pouvoir faire en sorte à ce qu'on puisse la préserver dans le futur. Et l'idée, c'est de mettre en place des compteurs intelligents au niveau de chaque puits pour pouvoir connaître la réelle consommation de l'eau et éviter, malheureusement, nous vivons ça, où des gens utilisent des pompes solaires et laissent l'eau couler au moment où le Maroc, en fait, manque d'eau. Donc c'est ce type de comportement irrationnel dont qu'il faut donc arrêter. Alors, merci, on a fini pour l'eau. Je vais vous poser une question. Oui. En tant que secrétaire général du parti de l'Istiqlal, je sais qu'on est au sein du ministère, vous n'êtes pas apolitique, donc nécessairement je vais vous poser une question. Vous aurez vu que j'ai quand même fait 95% sur l'eau qui intéresse fortement et pour vous montrer vers quoi on va et quelle est la situation aujourd'hui. Une seule question, vous avez été parmi les seuls ministres qui est allé vous frotter avec la jeunesse, notamment sur 2M, on vous a vu. Vous êtes en train de tourner aujourd'hui dans le Maroc, on voit ce que vous faites, je vous suis sur vos réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, vous êtes le secrétaire général d'un parti historique, est-ce qu'il ne serait pas temps, est-ce que Istiqlal, l'indépendance, ça parle encore aux jeunes d'aujourd'hui? Est-ce qu'il ne serait pas temps, comme ce qu'on peut voir dans beaucoup d'autres pays, de peut-être changer de nom, de se dire qu'on va changer de logiciel, ou on n'est pas prêt encore aujourd'hui pour dépoussiérer la classe politique? En fait, dépoussiérer la classe politique, oui. Et on est prêt, et on l'a fait. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'au niveau du comité exécutif du parti Istiqlal, nous avons changé 55% des membres du comité exécutif. Qu'au niveau de notre Parce que chez d'autres, on a l'impression qu'on prend les mêmes et on recommence. On a rajeuni, on a mis du sang nouveau. Au niveau de notre conseil national, qui est le parlement du parti, on a changé 50%. Donc on est dans cette dynamique et on continue. Et au contraire, on est encore de nous ouvrir encore plus. On a créé une académie des jeunes donc, pour parler à la nouvelle génération numérique, pour qu'elle puisse aussi s'impliquer avec nous. Et nous avons une rencontre que nous organisons la semaine prochaine avec les jeunes pour pouvoir établir ce qu'on avait lancé dès le 11 janvier de l'année dernière, le nouveau pacte avec la jeunesse qu'on va présenter le 11 janvier 2026. Mais par rapport au nom, d'abord, excusez-moi de le dire, on ne change pas une marque qui est un branding Coca-Cola, ne change pas de Coca-Cola, donc c'est un branding important. Ouais. Ils ont changé de recette quand même. Non, ils l'ont changé. Il y a des déclinaisons. Ils ont changé. Non, mais je vous explique, pour être clair. En fait, l'idée, par rapport à ça, je peux vous dire que je suis très fier en tournant dans le Maroc où les gens viennent me montrer en fait la carte de leur grand-père ou de leur aïeul, etc., qui était au parti au moment de l'indépendance, qui était résistant, etc. Et il y a un attachement au parti en tant que tel. C'est ce que vous voyez sur le terrain. Oui, et pas uniquement en termes de valeurs, et de valeurs qui représentent, et pour nous c'est le socle des valeurs, et quelque chose de très important pour le pays et pour notre parti. Deuxième élément essentiel, c'est qu'aujourd'hui on est très loin d'avoir atteint en fait l'objectif qu'on s'était fixé. Aujourd'hui, il faut qu'on libère les Marocains, pas uniquement du joug du colonialisme, mais les libérer d'abord, de la pauvreté, les libérer aussi de l'alphabétisme, les libérer aussi de la difficulté de l'ascension sociale, les libérer de la problématique aussi du chômage, les libérer aussi d'un élément essentiel, de développer encore plus la notion de souveraineté, que ce soit sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan hydrique, sur le plan énergétique, et en fait, et aussi sur un des points les plus importants, aussi par rapport à notre identité, parce que nous considérons que notre identité est plurielle, nous considérons que notre identité doit s'enrichir également de tout ce qui se fait au niveau universel, mais on doit garder notre propre cachet pour pouvoir en fait faire du Marocain un citoyen libre, un citoyen qui a les capacités de pouvoir choisir et de pouvoir retenir ce qui lui correspond plus par rapport à notre société, au lieu d'être dans une logique où on ne fait que de l'entrisme et qui risque de bouleverser en fait les équilibres sociaux de notre pays. Pour finir, c'est quoi justement pour l'Istiqlal, on va dire le Marocain ou la Marocaine type de 2040-2050? Parce qu'on a toujours un projet, on se dit on est une société plurielle, on est très différents avec un socle commun qui nous unit, mais est-ce que vous avez réfléchi à, voilà, le Marocain, la Marocaine de demain, c'est quoi?
Écoutez, pour nous, le Marocain ou la Marocaine de demain, c'est d'abord et avant tout la citoyenneté. Pour nous, ce qui est très important, c'est que l'ensemble des droits, le droit à l'eau, le droit à donc, la liberté de parole, la liberté de presse, la liberté de rassemblement, mais aussi les nouveaux droits, donc le droit à un environnement sain, le droit également donc, au numérique, aujourd'hui qui est devenu un nouveau droit, eh ben, ils sont pleinement, ils sont pleinement garantis donc, à l'ensemble des Marocains pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'on puisse libérer nos talents et qu'on puisse véritablement faire en sorte à ce que, comme l'a dit le souverain, que ce Maroc émergent soit une réalité, mais réalité en termes de justice sociale et en termes de justice également spatiale, parce qu'on a besoin de cohésion nationale, de cohésion sociale et de cohésion territoriale pour pouvoir véritablement assurer en fait notre envol et faire en sorte à ce que le Maroc soit une vraie puissance régionale et faire en sorte à ce que les Marocains, ils le sont déjà, mais qu'ils le soient encore plus fiers de leur appartenance à la nation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de nous avoir reçus. Je rappelle qu'on était ici au sein du ministère. Je vous dis à très bientôt et bonne chance, parce que vous avez beaucoup de boulot finalement sur votre job. On est là pour ça. Merci beaucoup.